La DeFi traverse aujourd'hui une période particulièrement inquiétante et ce qui était au départ un simple hack pour un montant de 100 millions de dollars pourrait bien pousser l'ensemble de l'univers crypto vers un nouveau crash, vers un nouveau bear market. Depuis le 3 novembre 2025, l'effet domino de ce que l'on appelle désormais l'exploit Balancer ne cesse de s'étendre et chaque jour un nouveau stablecoin crash entraînant tout son écosystème et des milliers d'investisseurs dans la faillite. On parle désormais d'un impact systémique pour l'ensemble de l'univers crypto de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce qui inquiète les marchés et rappelle l'affaire Terra Luna et son stablecoin l'UST qui avait été alors l'un des déclencheurs du dernier bear market de 2021. Je m'appelle Sylvain et tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle de crypto sous toutes ses formes. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant par ici. Active la petite cloche pour ne rater aucun de nos futurs contenus. Aujourd'hui, dans cette vidéo quelque peu technique, je vais simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre l'ampleur du problème et ses effets collatéraux qui aujourd'hui ne sont toujours pas totalement connus. Et avant d'aller plus loin, je dois te dire que cette vidéo n'est pas destinée à te faire peur, mais ce qui se passe est vraiment inquiétant. On va parler de prêts et d'emprunts, de pools de liquidités, de collatéral, d'algorithmes, de boucles, de rendement, bref, que des notions essentielles si tu veux comprendre ce qu'il se cache au fin fond de la DeFi. Alors pour bien saisir la problématique et le tremblement de terre qui secoue la sphère crypto, on va d'abord poser quelques bases. Et une fois de plus, compromis, on va rester très simple. Pour que le marché crypto fonctionne, il faut de la crypto. Quand tu achètes ta crypto, tu échanges en général ton stablecoin, l'USDT, l'USDC, contre une autre crypto. Tu achètes finalement du Bitcoin avec tes USDT. Bon, il faut que de l'autre côté, tu aies quelqu'un qui fournisse Bitcoin. Et quand tu veux revendre, il faut quelqu'un qui fournisse donc des USDT. En dehors de plateformes d'échange centralisées comme Binance, Bitget, etc., sur la DeFi, on utilise ce que l'on appelle des pools de liquidités. Donc là, ceux qui ont des liquidités, et en l'occurrence ici, par exemple, du Bitcoin et du USDT, vont pouvoir déposer leur crypto à l'intérieur de ces pools pour faire fonctionner la dite pool. Et ils seront récompensés pour leur participation via les frais qui seront payés par les acheteurs, en gros par ceux qui souhaitent échanger leur crypto. C'est comme ça que certaines pools de liquidités offrent des rendements intéressants de plusieurs pourcents par an. Plus il y a d'échanges, plus il y a de volatilité et alors plus c'est rentable pour la personne qui met à disposition ses cryptos. Et de notre côté, moins il y a de liquidités disponibles dans la pool, plus alors on va récompenser ceux qui jouent le jeu. Mais cette histoire de liquidité présente aussi un risque et là c'est tout le point de départ de ce qui s'est passé le 3 novembre. Maintenant, il y a une autre notion essentielle qu'il faut intégrer à propos de la DeFi avant d'aller plus loin. Parce que cette fonctionnalité dans la crypto, je ne sais pas si on peut l'appeler vraiment comme ça, c'est un peu l'épée de Damoclès qui peut faire chuter l'ensemble de l'écosystème aujourd'hui. Exactement comme cela a été le cas en 2008 avec la crise des subprimes. Parmi les nombreuses façons de générer de l'argent en DeFi, on vient donc de voir la mise à disposition de liquidités des assets pour les pools de liquidités. Il existe aussi le staking qui consiste en la sécurisation du réseau blockchain, mais ces deux aspects ne sont finalement pas très rentables aux yeux des investisseurs. Ce dont je vais te parler maintenant était relativement peu répandu en 2021 lors du dernier bull run. Et c'est ce qui pourrait aujourd'hui provoquer un véritable crash. En DeFi, tu as la possibilité de prêter ou d'emprunter de la crypto. Donc tu as toujours tes bitcoins, tu vas pouvoir les déposer, cette fois-ci sur une plateforme, les déposer en collatéral et en échange, la plateforme va te prêter des USDT par exemple. Bien entendu, il y a un risque. Si tu déposes l'équivalent de 10 000 dollars de bitcoin par exemple, la plateforme va t'en prêter disons 5 000 dollars en USDT. Un prêt que tu vas devoir rembourser qui comporte aussi des intérêts et surtout un prêt que tu vas devoir surveiller. Parce que si le prix du Bitcoin venait à chuter, si la valeur de ton collatéral initial de 10 000 dollars descendait à la valeur de ton emprunt de 5 000 dollars, alors la plateforme liquiderait ta position et garderait donc les Bitcoins que tu as déposés. Alors on peut se dire qu'en prenant suffisamment de marge, ça peut être intéressant. Soit c'est un money management et ça se fait, il y a des gens qui font ça très bien et qui gagnent de l'argent en faisant donc ce système de prêt et d'emprunt. L'intérêt des emprunts, c'est de pouvoir faire travailler davantage ton portefeuille. Par exemple, et c'est un exemple, parce qu'avec tes USDT empruntés, tu peux tout à fait acheter de l'Ethereum ou du Solana si tu veux et attendre que ça grimpe. Donc bon, par exemple, tu empruntes de l'USDT à un taux de 1%.
USDT que tu vas pouvoir ensuite déposer dans une pool de liquidité et qui de son côté-là va te générer 3 ou 4% par an. Donc sur le papier, tu es gagnant. Ton emprunt se rembourse, tu rembourses 1% de ton emprunt, tu gagnes 2 ou 3% par an et tout va très bien. Sauf, bien entendu, si ton Bitcoin chute. Ça, on vient d'en parler. En bref, un emprunt crypto te permet d'augmenter ton exposition ou d'augmenter ton rendement. Alors maintenant que ces bases essentielles sont posées, je précise tout de même qu'il existe de multiples façons de faire de l'argent en DeFi, mais que ces deux sont les principales, les plus courantes et dans tous les cas, celle qui nous intéresse pour expliquer la situation actuelle. Il nous reste un tout dernier point à aborder avant de revenir sur ce qui s'est passé ce fameux 3 novembre et d'étudier les conséquences sur l'écosystème qui sont déjà particulièrement désastreuses. On va parler maintenant de stablecoins. Tu connais certainement l'USDT, l'USDC, voire l'USD1, qui sont des stablecoins, des crypto-monnaies, donc qui ont une garantie, un collatéral sous forme de garantie dans la vie réelle, soit des bons du trésor américain, soit de l'or physique, soit des dollars physiques, ce genre de choses. Et il existe d'autres formes de stablecoins à base d'algorithmes d'incitation ou encore de liquidité. La plupart s'appuient sur des mécanismes complexes, par exemple des emprunts ou des mises en gage avec redépôt de garantie, et ceci pour maintenir leur taux de change. $1 stablecoin pour $1 réel, en quelque sorte. Le problème de ces stablecoins, c'est qu'ils peuvent être soumis à des événements de marché, voire une perte de confiance, et dans ce cas, la parité 1 pour 1 n'est plus respectée. On dit à ce moment-là que le stablecoin dépègue. Dès lors que trop de détenteurs tentent de vendre leur stablecoin en même temps, les réserves de liquidité peuvent ne pas suivre, et cela contraint donc les teneurs de marché qui garantissent la parité à vendre les garanties à prix réduit, ce qui, par effet de conséquence, fait encore davantage baisser le taux de change. Ensuite, tu peux avoir ce que l'on appelle le choc collatéral, lorsque les stablecoins sont garantis par des cryptos volatiles comme l'Ethereum ou Bitcoin. Si jamais les prix baissent, le ratio de garantie diminue et les rachats peuvent dépasser le mécanisme de recouvrement. Ça, c'est l'histoire de l'UST de Terra Luna, le point de départ du bear market de 2022. Et pour finir, on peut rencontrer des défaillances dans les contrats intelligents, les smart contracts ou encore chez les oracles. Des failles de sécurité, des flux de prix erronés ou un code défectueux qui peuvent faire chuter même une crypto-monnaie qui est alors bien garantie. Lorsque ces protocoles comme Balancer ou Curve sont compromis, alors le choc se propage à travers la DeFi entière via les pools interconnectés. Balancer est un protocole DeFi construit sur la blockchain Ethereum. Il fonctionne comme un teneur de marché automatisé, ce que l'on appelle un AMM, et une plateforme de liquidité permettant aux utilisateurs d'échanger des tokens, de fournir des liquidités et de créer des produits financiers personnalisés sans dépendre d'intermédiaires centralisés et donc également sans cadre réglementaire. La particularité de Balancer, c'est que les utilisateurs peuvent mettre leur crypto à travailler dans une pool au service de plusieurs autres cryptos. Ce n'est pas une pool unique genre USDT, BTC, mais ça peut fournir de la liquidité sur l'USDT, l'Ethereum, le BTC, le BNB par exemple. Alors l'exemple est un petit peu tiré par les cheveux parce que ici, Balancer ne travaille que sur Ethereum. Maintenant, on va passer sur la partie croustillante. Accroche-toi parce que c'est digne du loup de Wall Street. Si tu aimes ce contenu, tu peux me le faire savoir en commentaire ou simplement en nous rejoignant via le bouton s'abonner qui est par ici, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications et pourquoi pas laisser un like. Tout ça nous soutient énormément et je t'en remercie. La première semaine de novembre a effacé des centaines de millions de dollars et déclenché des liquidations éclairs sur les plateformes de prêt. Tout prend sa source sur deux événements. Le vendredi noir 10 octobre, qui j'en suis sûr ne t'a pas échappé, et je disais alors qu'on aurait des dommages collatéraux à moyen terme, qu'on ne verrait pas de suite, mais qu'ils viendraient peut-être quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et je pense qu'on y est et c'est peut-être pas fini. Et la deuxième salve vient donc du hack de Balancer pour environ 100 millions de dollars. L'exploit sur Balancer a déclenché un effet domino au point de provoquer un choc de liquidité sur les protocoles Euler, Morpho et Lista. Une contagion systémique dont l'écosystème se serait franchement bien passé. L'USDE de Ethena a brièvement chuté à 0,65 $ suite à la manipulation de marché sur Binance le 10 octobre. Je reviens pas dessus, je t'ai fait une vidéo complète sur ce sujet, tu trouveras le lien en description de la vidéo. Le 2 novembre, le cours du XUSD s'est effondré de près de 70% après l'exploitation d'une faille de sécurité sur Balancer qui a mis en évidence des pièges à effet de levier et des erreurs de tarification des oracles. Des problèmes de transparence concernant les fonds des clients liés à la preuve de réserve ont alors accéléré la panique, provoquant des retraits massifs
et une contagion à travers d'autres protocoles DeFi. Pour rappel, un retrait massif peut provoquer un dépeg du stablecoin et c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que l'effet de contagion s'est grandement amplifié. Le problème sur Stream Finance vient de la disparition de 93 millions de dollars appartenant aux clients. Alors sans rentrer dans les détails, quelqu'un chez Stream Finance aurait utilisé l'argent déposé par les clients dans les pools de liquidités pour contracter des prêts DeFi, s'exposer en levier sur certaines cryptos ou encore être déposé dans d'autres pools de liquidités concurrentes. Et c'est là que tout se rejoint. Le 10 octobre est le crash de marché et le 3 novembre est le hack de Balancer. Le principal problème chez Stream Finance viendrait que cet argent a été utilisé en collatéral pour couvrir certains emprunts et pour fournir certaines pools de liquidités. Alors déjà, utiliser l'argent des clients pour emprunter, c'est limite, mais la suite, je te l'assure, c'est encore moins sexy. Stream Finance aurait fait ce que l'on appelle des boucles d'emprunt pour augmenter son rendement en augmentant entre autres son exposition sur des pools de liquidité, ce qui lui permettait en retour de garantir un rendement au holder de son stablecoin, le XUSD, un genre d'argent magique. La configuration de ces stratégies est assurée par ce que l'on appelle des curateurs. Et pour le coup, ce sont bel et bien eux qui ont merdé par excès de cupidité. Pour être plus concret, chez Stream Finance, ils déposent une fois, font un premier emprunt, puis utilisent le capital obtenu via cet emprunt pour faire un autre emprunt et ainsi de suite. C'est une pratique qui est formellement interdite dans la plupart des pays du monde. Seules les banques peuvent faire ce genre de choses et encore. Bref, ici on est sur la DeFi, c'est pas la sorcellerie, mais presque. Donc Stream Finance a fait plusieurs boucles comme ça, ce qui lui a permis de faire gonfler ses chiffres, de gonfler la rentabilité qu'elle promettait via son stablecoin, parce qu'elle augmentait ainsi son exposition sur les pools de liquidité. Elle emprunte d'un côté, puis dépose dans des pools pour couvrir son emprunt avec le rendement de la pool, et récompenser le holder de son stablecoin, puis refaire d'autres emprunts. Bref, je pense que tu as compris. Il se dit aujourd'hui que Stream Finance aurait bouclé jusqu'à 4 fois, c'est-à-dire qu'elle aurait emprunté au total pour 4 boucles avec le même collatéral. Alors tu te doutes bien que si à un moment, il y a un maillon de cette chaîne qui part en sucette, si une pool de liquidité financée par un emprunt et couvrant elle-même un autre emprunt vient à cracher, eh bien le système se bloque, la chaîne se rompt et le château de cartes s'effondre. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Stream Finance aurait utilisé l'argent des clients pour placer dans un collatéral pour financer une pool de liquidité sur Balancer et donc derrière assurer des rendements. Sauf que Balancer s'est fait hack, Stream Finance perd un maillon de la chaîne et à partir de là, c'est tout le système qui se met en surchauffe. Stream Finance bloque alors l'accès à son système, les utilisateurs ne pouvaient plus liquider leur position, ils ont donc été contraints de vendre leur XUSD sur d'autres marchés, faisant dépeg le XUSD. Stream Finance veut maintenant rembourser, mais ils ne peuvent pas déboucler, ils ne peuvent pas rembourser leur emprunt. Le mal est fait et le stablecoin aujourd'hui ne vaut plus rien ou quasiment plus rien. Alors tout aurait pu s'arrêter là, entre Balancer et Stream Finance. Sauf que comme toute cette académie de sorciers a fait la même école de magie, ils ont tous des collatéraux et des pools de liquidité les uns chez les autres. Et chaque jour, depuis maintenant une semaine, on découvre un nouveau protocole, une nouvelle pool de liquidité en souffrance. Alors le dépeg du XUSD a également affecté le DEUSD et le SDEUSD, les actifs synthétiques associés à Elixir. Ces actifs étaient structurellement liés au XUSD par le biais de flux de liquidité et de garanties partagées. Et étant donné que la stabilité du DEUSD reposait en partie sur le maintien de son ancrage au XUSD, alors la baisse du prix du XUSD a exercé une pression immédiate sur le DEUSD. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un effet boule de neige et que tonton Marcel, avec sa pool de liquidité sur un protocole random à des années-lumière de Balancer ou de Stream Finance, se retrouve avec son argent bloqué alors qu'il pensait être en toute sécurité. Il se fait avoir par l'effet de contagion sur l'ensemble de la planète DeFi. Jeudi, c'est un autre stablecoin à rendement, l'USDX, qui a dépeg de son ancrage à 1$. Certainement mis à mal parce qu'il s'est passé depuis le hack de Balancer ou depuis le crash du 10 octobre. On est toujours dans les mêmes timings. Selon les spécialistes, les avis divergent. Ici, l'USDX a encore un fonctionnement différent. Son ancrage est garanti par ce que l'on appelle une position delta neutre. C'est-à-dire que l'automate derrière ouvre des positions à l'achat et à la vente en même temps sur une autre crypto, par exemple le Bitcoin, et donc il mange sur les frais de garantie de liquidité. Bref, c'est un petit peu complexe et j'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce type de garantie est très sensible lorsqu'on a une très forte volatilité sur le marché, comme ça a été le cas le 10 octobre dernier.
Alors certains disent que c'est probablement aussi un dommage collatéral du hack de Balancer. En soit, les deux théories se tiennent et au final, on a encore un stablecoin qui perd son ancrage face au dollar. Alors on ne saura pas tout, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient eu aussi des poules de liquidité et des emprunts ici et là. Alors au final, parce qu'il faut bien terminer la vidéo à un moment ou à un autre, ça peut te paraître loin tout ça. Mais l'effet de contagion peut rapidement affecter des plateformes plus conséquentes. Les plateformes DeFi fournissent aussi de la liquidité à des exchanges centralisés ou des protocoles plus importants. Et c'est là qu'on est tout proche de revivre l'histoire de l'UST de Terra Luna qui avait alors ébranlé la sphère crypto au point d'impacter sérieusement FTX. FTX qui était à cette époque-là l'exchange centralisé numéro 2 derrière Binance. C'est tout un écosystème complexe et qui repose sur la confiance et la garantie de solvabilité de l'ensemble des acteurs. Seulement certains multiplient leur exposition au risque en mettant en place des boucles de prêts et d'emprunts, certes lucratives, mais qui sont soumises au maintien parfait de chacun des maillons de la chaîne. Au final, on retombe dans les travers qui ont fait la faillite des plus grandes banques mondiales en 2008. On crée de l'argent magique sur la base de promesses, sur la base de crédits, sans réelle garantie. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de précisions à apporter, mais j'ai voulu rester le plus accessible possible. Aujourd'hui, les acteurs de l'univers crypto, qui sont là depuis quelques temps, ont en mémoire l'histoire de l'UST de Terra Luna qui a vraiment traumatisé tout le monde en 2022. La contagion a été énorme et je pense que certains ont encore en mémoire cette histoire qui nous avait plongé en plein bear market. Espérons cette fois que la DeFi et toute la caste des sorciers trouvent un antidote rapidement, sans quoi, je peux te l'assurer, ça risque de piquer sévère. J'espère que cette vidéo t'a apporté des informations pertinentes. Elle n'est pas destinée, une fois de plus, à te faire peur. J'espère que mon partage a été suffisamment clair, pas trop technique. Pour ma part, ça a été un gros taf, beaucoup de recherches et énormément d'informations à trier pour pas que ce soit trop chargé. J'ai pris beaucoup de plaisir à te partager ce contenu, à te partager ce qui se passe en coulisses. Alors si ça t'a plu, fais-le moi savoir avec un pouce bleu. Abonne-toi une nouvelle fois et active la petite cloche pour être au courant de nos futurs contenus. C'était donc Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!